La emisión está comenzando. Todos los asistentes están en modo de solo escucha. Bonjour à tous. Au nom du Forum MBISAP, de la Convention sur la diversité biologique, du Programme des Nations Unies pour le développement, le Forum international autochtone sur la biodiversité et le réseau des femmes autochtones pour la biodiversité, je vous souhaite la bienvenue à tous aux séries de webinaires du Forum en ligne de préparation au programme du développement des capacités sur les dispositions à prendre au niveau national, sur les connaissances traditionnelles pour atteindre l'objectif 18 et contribuer à l'objectif 16 du plan stratégique pour la diversité biologique 2011-2020. Alors, c'est un nom assez long, mais soyez bienvenus tout le monde. Je suis Eva Gouria du Programme des Nations Unies pour le développement et je vais animer le webinaire d'aujourd'hui. Marion Marigot, également du PNUD et de l'équipe de MBISAP, fournira un soutien technique pendant ce webinaire et apportera son aide pour les sessions de questions-réponses. Merci Marion. Merci aussi Diego Ochoa pour votre soutien technique et merci Daniel Pérez qui est aussi soutien technique. Alors on comprend de mieux en mieux les valeurs du savoir traditionnel pour le monde entier. Il sous-tend les professions traditionnelles et les moyens de subsistance. Les savoirs traditionnels liés à la diversité génétique et à ses avantages associés sont également vitaux pour subvenir aux besoins modernes, y compris la production d'aliments, des médicaments et des cosmétiques. Il peut renforcer aussi la résilience des humains et des écosystèmes face au changement climatique. Et les connaissances traditionnelles contribuent également directement aux objectifs de la Convention sur la diversité biologique et aux objectifs de développement durable. Alors, la ligne directrice volontaire de Mutskukstal sur les connaissances traditionnelles et aussi le protocole de Nagoya sur l'accès aux ressources génétiques et le partage juste et équitable des avantages découlant de leur utilisation contiennent des garanties importantes pour l'accès et le partage des avantages qui concernent les connaissances traditionnelles. Cependant, la mise en œuvre de ces instruments par le gouvernement n'en est qu'à ses débuts et les efforts visant à partager les meilleures pratiques pour atteindre les objectifs d'Aichi relatifs à la diversité biologique 16 et 18 ont également eu une portée limitée jusqu'à présent. C'est pour ça que notre premier intervenant du webinaire va répondre à ces préoccupations et nous parlera du travail de la CDB en préparation de la COP en 2018. Vous la connaissez probablement bien, c'est Madame Julie Roy, consultante en politique environnementale et en communication auprès de la CDB. Elle fournit actuellement une assistance à l'unité de l'accès et du partage des avantages et des connaissances traditionnelles. Nous sommes chanceux et ravis de l'avoir avec nous aujourd'hui. Alors, avant de passer la parole à Julie, je veux mentionner quelques points logistiques pour ce webinaire. Nous aurons 2 heures pour le webinaire qui seront divisées en 2 parties. Nous aurons une séance de questions-réponses qui suivra la présentation de Julie. Ce sera également le cas après les présentations de Fouad et Mohamed. Pour les sessions de questions-réponses, vous pouvez poser vos questions en les écrivant dans la fenêtre de discussion du panneau de contrôle de vos écrans, ou bien vous pouvez les poser en utilisant votre microphone. Pour ce faire, vous devez cliquer sur la main dans le panneau de contrôle et Marion autorisera vos microphones pour que vous puissiez parler. Pour les intervenants, finalement, assurez-vous que les micros de ceux qui ne parlent pas sont bien en sourdine. Alors, merci beaucoup tout le monde, soyez bienvenus et Julie, vous avez la parole. Merci. Bonjour à tous. Merci beaucoup, Eva, pour cette introduction. Comme mentionné, je m'appelle Julie Roy. Je travaille actuellement à la Convention sur l'accès et le partage des avantages.
Je suis accompagnée aujourd'hui de mon collègue John Scott, qui est le chargé de programme senior sur les connaissances traditionnelles ici. Bonjour tout le monde. Bonjour tout le monde. Il va être avec moi pour aider à répondre à toutes vos questions et animer la discussion qui aura lieu après la présentation. Donc, vous me pardonnerez, mon intention est vraiment de garder la présentation aussi courte que possible pour qu'on ait le temps pour cet échange. Alors, ma présentation va se concentrer, on va faire un petit survol un peu sur ce qu'Eva vous a parlé de qu'est-ce que sont les connaissances traditionnelles et les connaissances traditionnelles associées. Pourquoi c'est important de prendre des mesures pour mettre en œuvre les obligations. Et en fait, on va voir en plus en détail les obligations de la Convention, du protocole de Nagoya et des nouvelles lignes directrices de Moch-Kutstad. Donc, qu'est-ce qu'on entend par connaissance traditionnelle? Je pense qu'Eva l'a très bien dit. Donc, c'est une connaissance qui est façonnée au fil des siècles par une utilisation à l'échelle vraiment locale, donc adaptée aux besoins locaux. C'est généralement transmis de génération en génération et on considère que c'est un bien collectif, donc il appartient à une communauté ou un peuple en particulier. Les connaissances peuvent prendre des formes très diverses, que ce soit des histoires, des chansons, etc. Et elles ont des applications pratiques pour la conservation et l'utilisation durable de la biodiversité. Que ce soit des pratiques agricoles, par exemple, ou pour le développement des médicaments. Et quand on parle de connaissances traditionnelles associées, on parle des connaissances associées à l'utilisation des ressources génétiques, donc dans le cadre de l'accès et du partage des avantages ou l'APA. Donc, les connaissances traditionnelles, spécifiquement pour les ressources génétiques, peuvent nous donner des pistes sur les utilisations possibles d'une ressource génétique et sont très précieuses, en fait, autant pour les utilisateurs que les détenteurs de ces connaissances. Donc, pourquoi prendre des mesures au niveau national? Donc, au-delà d'avoir des obligations de mettre en œuvre des protections, quels sont les avantages concrets? Donc, oui, c'est valoriser, protéger et promouvoir les connaissances traditionnelles, reconnaître que ce sont des biens précieux. Créer un scénario gagnant pour tous, si on peut dire. Donc, autant les détenteurs des connaissances vont avoir une plus grande protection que l'utilisateur aussi va avoir la certitude et la clarté juridique pour savoir comment obtenir le consentement préalable donné en connaissance de cause, par exemple. Et enfin, évidemment, assurer le partage juste et équitable des avantages, qui est le troisième objectif de la Convention et l'objectif du protocole de Nagoya. Donc, seulement pour vous donner un peu un survol, vous pouvez regarder quelle couleur est votre pays sur cette carte, peut-être, c'est une bonne idée. Donc, les pays en vert foncé sont les pays qui ont ratifié le protocole de Nagoya. Puis, on a un vert plus pâle pour indiquer les pays qui sont signataires, mais qui n'ont pas encore ratifié. Puis, enfin, il y a les pays en beige qui sont partis seulement à la Convention. Et les pays en blanc, il n'y en a que 2 qui n'ont pas ratifié la Convention, c'est-à-dire les États-Unis et le Saint-Siège. Actuellement, le protocole de Nagoya a 104 États parties et sur la base non seulement des pays qui ont signé, on s'attend dans les prochains mois, les prochaines années à ce que le nombre de parties continue à augmenter. Donc, les objectifs de la Convention sur la diversité biologique, on les connaît. La Convention elle-même reconnaît la contribution des peuples autochtones et des connaissances traditionnelles à l'atteinte des 3 objectifs, soit pour la conservation de la diversité biologique, de l'utilisation durable de ces éléments et du partage juste et équitable des avantages découlant de l'utilisation des ressources génétiques. Pour ce qui est du plan stratégique sur la diversité biologique,
Nous avons l'objectif 18 qui traite directement des connaissances traditionnelles et qui prévoit que celles-ci doivent être respectées sous réserve des dispositions de la législation nationale et des obligations internationales en vigueur et qu'elles soient pleinement intégrées et prises en compte dans l'application de la Convention. Donc, le programme de développement des capacités que nous sommes en train de développer entre dans ce type d'action. Et évidemment, dans toutes ces actions, on doit compter sur la participation entière et effective des peuples autochtones et communautés locales à tous les niveaux pertinents. Donc, plus précisément, quelles sont les dispositions clés sur les connaissances traditionnelles? On va parler beaucoup de l'article 8J. Il y a un groupe de travail sur l'article 8J qui travaille depuis de nombreuses années pour fournir une base plus substantielle au travail qu'on fait avec les peuples autochtones et communautés locales. Donc, l'article 8J prévoit qu'il faut respecter, préserver et maintenir les connaissances traditionnelles des peuples autochtones qui présentent un intérêt pour la conservation et l'utilisation durable de la diversité biologique et favoriser leur application à une plus grande échelle. Une disposition complémentaire, si on peut dire, c'est l'article 10C, qui prévoit qu'il faut protéger et encourager l'usage coutumier des ressources biologiques, conformément aux pratiques culturelles traditionnelles, compatibles avec les impératifs de leur conservation ou de leur utilisation durable. Donc, pourquoi on vous parle d'usage coutumier des ressources biologiques? C'est en partie parce que les connaissances traditionnelles vont se maintenir et continuer à être développées à travers l'usage coutumier. Donc, il y a vraiment un lien intrinsèque entre les deux. Et c'est pourquoi on dit que l'usage coutumier est un peu la salle de classe où les connaissances traditionnelles se développent et sont maintenues. Donc, juste pour vous donner un peu un survol des outils qui ont été développés jusqu'à présent dans le cadre de la Convention. Le dernier de la famille est Ligne directrice facultative Moch-Couchtal sur les connaissances traditionnelles. Les lignes directrices ont été adaptées à la dernière conférence des parties tenue au Mexique en décembre dernier. Il contient des orientations plus pratiques sur les dispositions à prendre au niveau national sur les connaissances traditionnelles. Et c'est pourquoi elles sont vraiment pertinentes pour le programme de développement des capacités que nous sommes en train de développer. Donc, dans les lignes directrices, il y a 3 thématiques importantes dont on voudrait vous parler aujourd'hui. Donc, l'accès, le partage juste équitable des avantages et le signalement et la prévention de l'appropriation illicite des connaissances traditionnelles. Et je m'excuse à l'avance pour ces acronymes. CPCC, en anglais, on dit Prior Informed Consent, consentement préalable donné en connaissance de cause, qui est vraiment aussi un thème important dans le développement des dispositions nationales. Une chose importante à noter à propos des lignes directrices, c'est qu'à l'heure actuelle, elles ne s'appliquent pas dans le cadre du protocole de Nagoya, mais seulement dans le cadre de la Convention. Maintenant, passons aux obligations contenues dans le protocole de Nagoya. Donc, comme j'ai mentionné, l'objectif du protocole est d'assurer le partage juste et équitable des avantages découlant des ressources génétiques, mais aussi des connaissances traditionnelles associées aux ressources génétiques. Donc, 104 parties à la CDB l'ont ratifié jusqu'à présent. Il est entré en vigueur en 2014, donc c'est encore récent et il y a encore de l'expérience à gagner au niveau des mesures qu'on peut prendre pour le mettre en œuvre. À la différence des lignes directrices de Moch-Couchtal, le protocole de Nagoya est un instrument juridique contraignant à l'égard de ses parties, mais peut toucher sur certains thèmes communs, c'est-à-dire l'accès, le partage des avantages, et le 3e pilier du protocole est la conformité. Donc, plus précisément, pour le plan
stratégique sur la diversité biologique, nous avons l'objectif 16 qui traite spécifiquement du protocole de Nagoya. Et donc là, on a atteint la première partie de cet objectif qui était l'entrée en vigueur du protocole. Maintenant, les parties doivent prendre des mesures pour rendre le protocole opérationnel au niveau national. Pour ce faire, ils doivent établir des structures institutionnelles, c'est-à-dire un correspondant national, au moins une autorité nationale compétente et un point de contrôle. Ils doivent aussi prendre des mesures législatives, administratives ou de politique générale pour mettre en œuvre le protocole et enfin partager les informations pertinentes au centre d'échange sur l'APA, qui est une plateforme en ligne. Donc, tel que mentionné, les 3 piliers, accès, partage des avantages et conformité, sont les 3 thématiques du protocole. Et nous avons des articles sur chacun de ces thématiques qui traitent des connaissances traditionnelles associées. Donc, ça prévoit que l'accès doit être soumis au consentement préalable donné en connaissance de cause des peuples et des communautés, en tenant compte de leurs droits coutumiers, protocoles et procédures. Devrait aussi recevoir une part juste et équitable des avantages. Et les parties ont l'obligation de prendre des mesures de conformité pour garantir que les connaissances qui sont utilisées dans leur juridiction, l'accès à ces connaissances a été fait sur la base du consentement préalable donné en connaissance de cause. Donc ça, c'est pour l'accès aux connaissances traditionnelles associées. Le protocole couvre aussi l'utilisation des ressources génétiques lorsque les peuples autochtones et communautés locales ont un droit établi d'accorder l'accès selon le droit interne. Donc, pour faire un survol, ce qu'on vient de vous présenter, la Convention 196 parties traite des connaissances, innovations et pratiques traditionnelles. Donc, c'est vraiment, ça englobe toutes les connaissances traditionnelles, incluant celles associées aux ressources génétiques. Et ensuite, nous avons le protocole de Nagoya, adopté en 2010, qui a 104 parties pour l'instant et qui traite spécifiquement des connaissances traditionnelles associées. Et nous avons les lignes directrices facultatives adoptées en 2016, qui ne sont pas contraignantes, mais qui fournissent vraiment des orientations utiles pour les pays qui doivent prendre des dispositions au niveau national. À l'heure actuelle, le secrétariat reçoit des rapports nationaux intérimaires sur l'application du protocole de Nagoya. À ce jour, on en a reçu 49 et c'était seulement pour vous fournir quelques informations qui sont apparues dans ces rapports jusqu'à présent. Donc, 31 des rapports sur 49 indiquent qu'il y a des peuples autochtones et communautés locales dans leur pays. Et parmi ceux-ci, 14 ont indiqué que les peuples autochtones et communautés locales dans leur pays ont le droit d'accorder l'accès aux ressources génétiques, qui est vraiment une information intéressante. Et 15 ont indiqué qu'il y a des mesures en place pour garantir que l'accès aux connaissances traditionnelles associées se fait conformément au CPCC. Kenya et la Finlande, par exemple, ont adopté des mesures législatives en 2016 pour mettre en œuvre cet aspect. Donc, on vous a parlé des obligations. Maintenant, qu'est-ce que nous, on fait au secrétariat pour aider les pays? Et la réponse est, on fait un programme de développement des capacités pour aider les pays à développer des plans d'action nationaux sur les connaissances traditionnelles qui vont contenir des dispositions à prendre au niveau national. Donc, vraiment un plan d'action qui va guider la mise en œuvre au niveau national de façon pratique et concrète. Et le programme s'inscrit également dans les efforts qu'on doit faire pour atteindre autant que possible les objectifs d'Aichi d'ici 2020. Il y a 3 composantes principales. Donc, le webinaire dont vous participez en fait partie. Et avant les ateliers régionaux, il y aura une composante de séance d'apprentissage en ligne. Et l'atelier utilisera la méthodologie formation des formateurs, qui est une méthodologie qu'on est familier ici au secrétariat et qui a fait ses preuves déjà. Donc, ça, c'est simplement les 4 ateliers régionaux, Amérique latine, Afrique, Asie et Pacifique.
d'ici décembre 2018. Et maintenant, j'aimerais passer à la partie discussion et échange. C'était simplement pour vous donner des pistes de réflexion, mais j'ai vraiment hâte d'entendre vos commentaires et si vous avez des expériences à partager au niveau national, local, régional, on est curieux de vous entendre. Merci beaucoup, Julie. Alors, nous allons démarrer la session de questions-réponses, comme Julie l'a dit déjà. Et encore une fois, tout le monde, si vous avez des questions, veuillez les écrire dans la boîte de discussion ou levez la main dans les panneaux de contrôle. Alors, Marion, c'est à toi. Merci beaucoup. Bonjour à tous, je suis Marion Marigot et je vais donc animer cette session de questions-réponses. Comme Eva vient de le dire, vous pouvez donc lever la main dans votre panneau de contrôle et je vous encourage à poser vos questions. Vous pouvez aussi les écrire. Peut-être moi j'ai une question pour commencer. Julie, vous avez mentionné des groupes de travail pour pouvoir comprendre quelles sont ces connaissances traditionnelles, donc des populations autochtones ou locales. Comment est-ce que ces groupes de travail sont agencés? Qui sont les représentants donc, des populations autochtones? Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur ça? Merci Marion de lancer le bal comme ça. Alors ici au secrétariat, nous avons le groupe de travail sur l'article 8J et les dispositions connexes. Et c'est un groupe qui se réunit depuis plusieurs années. C'est la 10e réunion d'ailleurs qu'on va tenir dans 2 semaines. J'ai mon collègue expert ici qui veut peut-être rajouter quelques mots sur le travail, plus précisément. Mais oui, for the slide. Aussi, a minute. So I was looking for the things that we're looking at adopting at this meeting. Oh, it's higher. Well, sorry, 1 minute, because we did have mentioned this. Voilà. OK. Pour la prochaine réunion de Working Group 8J, nous avons une planification finie. La ligne directrice facultative sur le repatriement de City. C'est très important pour la restoration of knowledge systems, restauration de connaissances traditionnelles. Désolé pour mon français. Aussi, c'est très important pour la compréhension de la réunion et le glossaire de termes et de concepts est pertinent pour connaissances traditionnelles. Mais la prochaine réunion, la 10e réunion, c'est la réunion pour le working group, c'est chaque 2 ans. Merci pour la question. Merci beaucoup pour votre réponse. Je vois qu'il y a une main levée d'Odeheim Nilin Kwehuna. Je vais ouvrir votre microphone et vous donner la parole. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous pouvez parler? Oui, je vous reçois très bien. On m'appelle Dodé et je suis actif avec le groupe des jeunes professionnels GYBN, Global Young Biodiversity Network. Et je veux savoir particulièrement en Afrique, comment est-ce que le groupe des jeunes professionnels, finalement de la Convention ou d'autres groupes de jeunes peuvent aider véritablement la Convention dans l'atteinte de ses objectifs. Merci. Merci pour votre question. Un des objectifs de faire ces webinaires, c'était aussi d'explorer des pistes pour l'organisation des ateliers régionaux. Donc, il y en aura un dans la région africaine et nous avons besoin d'idées et de partenaires pour développer ces ateliers pour qu'ils répondent aux besoins spécifiques dans ces régions. Je peux vous encourager à nous écrire, ça va nous faire vraiment plaisir d'entendre vos échos. Maybe also we're in discussion with the Indigenous Women's Network in Africa for possibilities. Oui, à l'heure actuelle, on discute avec le réseau
Indigenous Women's Le réseau des Biodiversity femmes autochtones pour la biodiversité, c'est un de nos partenaires dans la région africaine. Oui, Et les discussions sont en cours en ce moment, c'est ce qu'on peut vous dire. oui. Aussi, IPAC, Indigenous Peoples of Africa Coordinating Committee. I don't know how to say that en français. No, but in Africa, it's well known. Merci Okay. pour votre intérêt. Merci Dodé pour cette question. Je vais donner la parole à Chantal, qui lève la main aussi. Chantal, est-ce que vous m'entendez? Oui, je vous entends. Oui, bonjour. En fait, c'est Chantal, je suis point focal APA RDC. En fait, j'ai bien suivi avec attention votre présentation. C'est très intéressant parce que là, je vois, on parle vraiment des connaissances traditionnelles et on parle de la CPD, on parle également des lignes directrices. En fait, je ne connais pas les noms très bien, ligne directrice, mon quoi là, facultative, excusez-moi, hein, parce que je ne connais pas très bien le nom. En fait, ma question est celle-ci. Vous parlez de ces lignes directrices qui sont utilisées seulement dans le cadre de la Convention sur la diversité biologique et non dans le cadre du protocole APA. Ce que j'aimerais savoir, pourquoi cette démarcation alors qu'on parle de connaissances traditionnelles et pourquoi ça ne peut pas s'appliquer au niveau du protocole de Nagoya sur APA alors que maintenant nous parlons du protocole de Nagoya sur APA et on cite ces lignes directrices. Pourquoi cette démarcation? Et s'il faut qu'on parle ça on parle de ces lignes directrices dans le protocole APA, comment y parvenir et comment on peut appliquer ça dans le cadre des protocoles de Nagoya sur APA. Et une petite préoccupation que j'avais, si vous pouvez nous envoyer également votre présentation, ça nous fera du bien. Par rapport à la préoccupation de mon prédécesseur, comment le groupe de jeunes, comment vous pouvez travailler avec le groupe de jeunes ou soit les différents groupes au niveau de la région Afrique. Et j'aimerais également signaler aussi qu'au niveau de l'Afrique centrale, nous avons un groupe, le groupe Comifac, où nous avons également des corporations, peuples autochtones, les femmes, les jeunes. Et ça peut également servir de plateforme pour également travailler avec la CDB. Merci beaucoup. Merci Chantal pour votre question. Je vais d'abord répondre à la première question sur les lignes directrices. Mochkuchtal, oui. On me dit que ça veut dire racine de la vie en langue maya. Ah, ok. Évidemment, ils ont été adoptés en 2016 seulement en décembre. Donc, c'est un outil nouveau que pas tout le monde sont familiers pour l'instant. En décembre, c'est un document qui a été longuement négocié, qui a fait l'objet de beaucoup de discussions. Et compte tenu que le protocole de Nagoya est encore nouveau et que les pays sont encore en train d'acquérir de l'expérience, les parties ont choisi pour l'instant que ces lignes directrices ne s'appliqueraient pas dans le cadre du protocole de Nagoya. Évidemment, ils peuvent décider autrement ultérieurement. Et les parties elles-mêmes peuvent décider d'utiliser ces lignes directrices à l'échelle nationale parce que c'est un outil très pertinent et utile, autant pour les connaissances traditionnelles sous la Convention que pour les connaissances traditionnelles associées sous le protocole de Nagoya. J'espère que ça répond à votre question. Pour ce qui est des partenaires en Afrique, effectivement, la Comifac sont très actifs sur les questions d'APA. Ils contribuent actuellement, je pense, à un atelier de formation sur les mesures législatives pour le protocole de Nagoya en 2018. Et nous en prenons note comme piste à explorer également s'il y a un intérêt pour être impliqué dans cet atelier sur les connaissances traditionnelles. Merci Chantal. Je vous remercie. Merci beaucoup Chantal pour votre question. Je vois que Samuel Diémé aussi a la main levée, donc je vais vous donner la parole, Samuel. Est-ce que vous nous entendez? Est-ce que vous nous entendez, Samuel? Est-ce que vous pouvez parler? Oui, je vous entends. Parfait. Merci beaucoup. Bonjour à tout le monde. Je suis Samuel Diémé, point focal, protocole de Nagoya au Sénégal. Je remercie tous ceux qui sont en ligne, tellement Chantal que j'ai entendu tout à l'heure. En fait, nous avons
niveau africain, organisé déjà plusieurs rencontres au cours desquelles nous avons beaucoup parlé sur les savoirs traditionnels. Des ateliers notamment à Addis Abeba, en Afrique du Sud et autres. Un des gros problèmes que nous avons par rapport à ça, c'est d'abord l'identification des détenteurs du savoir traditionnel et de ces savoirs traditionnels eux-mêmes. Le deuxième aspect, pour les expériences que nous avons par rapport au recensement, à l'identification des détenteurs, au recensement de ces savoirs, l'autre dimension, c'est de voir comment protéger ces savoirs traditionnels. Nous sommes convaincus d'une chose, personnellement, le savoir traditionnel peut être valorisé au même titre que le savoir scientifique qui a déjà son mode de protection, de valorisation à travers les brevets et autres, ce qui n'est pas le cas encore pour les savoirs traditionnels dont le mode de fonctionnement ne correspond pas donc au mode de protection que nous connaissons actuellement par rapport au brevet. On parle toujours de système sui generis, mais on n'a pas encore mis en place ce système qui pourra mieux protéger ce savoir traditionnel en vue d'une bonne valorisation. Nous savons que les savoirs traditionnels en eux-mêmes, au sein des communautés, il y a depuis très longtemps des modes de transmission de ces savoirs, des modes de protection de ces savoirs. Il se trouve que les modes de protection de ces savoirs et les modes de transmission sont complètement perturbés par la nouvelle donne. Donc, la grande réflexion est là. Je ne sais pas jusqu'à quel point le secrétariat peut s'impliquer, appuyer les États dans le recensement de ces savoirs traditionnels, d'abord des détenteurs et des savoirs traditionnels, mais surtout les moyens de protection et de valorisation de ces savoirs traditionnels. Et je pense que c'est une dimension, à mon avis, vers laquelle il serait intéressant que le secrétariat et même d'autres partenaires puissent appuyer, notamment les pays, les États africains, dans ce domaine-là. Et la protection, elle ne peut être qu'internationale. Il faut que l'on trouve au niveau international un mode de protection. De la même manière qu'on a trouvé un mode de protection pour les savoirs dits scientifiques, il faudrait que la communauté internationale arrive aussi à trouver des moyens qui permettent de protéger le savoir traditionnel, mais surtout, et surtout également, de le valoriser au profit des détenteurs ou des producteurs de ces savoirs traditionnels. Voilà, en guise d'introduction, quelques préoccupations que je voudrais mettre sur la table. Merci. Merci beaucoup, Samuel. Je vais essayer de répondre du mieux que je peux. Évidemment, nous sommes au courant qu'il y a beaucoup de pays qui ont manque de capacité ou de ressources pour faire des inventaires de connaissances traditionnelles ou pour identifier correctement toutes les communautés dans leur pays qui peuvent être détentrices de connaissances. Nous, au secrétariat, on fait tout ce qu'on peut pour aider les pays, mais il y a un certain nombre de choses qui peuvent seulement s'initier et se développer au niveau national. Par ailleurs, je pense qu'il faut voir tout ce que vous faites dans vos pays et tout ce que le secrétariat fait, ça s'inscrit dans les efforts un peu global dans d'autres organisations également pour avancer la promotion et la protection des connaissances traditionnelles. Je pense, par exemple, aux discussions en ce moment à l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle. Donc, il y a des discussions sur comment on peut améliorer la protection et reconnaître la valeur des connaissances traditionnelles. Et notre programme ne peut pas tout accomplir, malheureusement, mais ça s'inscrit vraiment dans ce qu'on espère être un mouvement global pour que les connaissances traditionnelles soient reconnues et protégées à leur juste valeur.
Peut-être que mon collègue a quelque chose à rajouter. Oui, aussi l'importance de connaissances traditionnelles pour développement durable, c'est très, très important pour l'avoir, le futur. Mais donc, le travail pour la connaissance traditionnelle, c'est pas juste la convention de la diversité biologique, aussi le WIPO, World Intellectual Property Organization, mais aussi le Permanent Forum on Indigenous Issues. Le Forum permanent des peuples autochtones. Mais oui. Mais aussi, c'est très important pour Poverty Alleviation. La réduction de la pauvreté. Mais oui, aussi avec le travail traditional occupations. Oui. Oui. Donc, je pense qu'il y a une reconnaissance croissante sur l'importance des connaissances traditionnelles dans beaucoup de milieux reliés à l'environnement, mais aussi d'autres domaines. Et on espère que ça continue. Message d'espoir. Merci beaucoup, Julie, pour votre réponse et merci, Samuel, pour votre question. Mais c'est pas bienvenue Célestin Bosso qui a posé une question par écrit parce qu'il est dans un cybercafé. Je vais donc la lire à voix haute. Sa question est la suivante. La question des mesures à prendre pour la valorisation des connaissances traditionnelles doit nécessairement impliquer des juristes nationaux des pays. Pour appuyer les pays en voie de développement, quel mécanisme entend utiliser le SCBD pour faciliter la coopération de la problématique de la protection des connaissances traditionnelles et des mesures à mettre en place? Oui, juste une petite minute, s'il vous plaît. Oui, bien sûr. Je donnerai la parole en suivant à Mominata Compaore, qui sera probablement la dernière question de cette session questions-réponses. Oui, pour le atelier régional, pour l'Afrique, pour the target audience. On va viser surtout les points focaux nationaux. Oui, pour le connaissance traditionnelle, mais aussi pour le Nagoya Protocol. Aussi le peuple autochtone et la communauté locale, representatives de le peuple autochtone and the community locale. Aussi, c'est nécessaire pour nous invite a balanced group. D'avoir des participants de différents milieux qui vont participer à l'atelier régional. Mais aussi l'atelier en français et aussi anglais. Oui. Puis, l'idée, c'est que le participant à l'atelier repart chez lui avec un plan d'action national qui contient des dispositions concrètes, donc qui est déjà prêt à être adopté ou qui peut contribuer substantiellement au développement de mesures législatives ou autres. J'espère que ça répond à votre question. Mais aussi, all of these guidelines are part of the architecture to achieve target 18 and 16. Oui, donc les autres aussi qui ont été développés dans le cadre du groupe de travail sur le RIGI peuvent aider aussi les pays à prendre ce type de mesures législatives. Très bien, merci beaucoup pour votre réponse. Et je vais donner donc la parole à Mominata Compaore pour la dernière question. Mominata, alors, je ne peux pas ouvrir votre microphone. Est-ce que ce serait possible d'autoriser votre microphone? Non. Est-ce que vous nous entendez? Est-ce que vous pouvez parler? Vous pouvez, si vous ne pouvez pas parler, écrivez-moi la question par écrit et même si nous n'avons pas le temps aujourd'hui d'y répondre, nous transmettrons la question à nos intervenants qui pourront ensuite nous répondre un peu plus tard.
Je vois que Emmanuel a posé une question. Je vais vous la lire. D'ici 2020, il est prévu la mise en œuvre des plans d'action nationaux pour la diversité biologique, l'intégration des connaissances traditionnelles et le partage des communautés autochtones et locales dans la diversité biologique et l'amélioration scientifique et technologique. La question d'Emmanuel donc est: quelle méthodologie le secrétariat va mettre en œuvre pour atteindre cet objectif? Donc, c'est vraiment, ça porte sur la combinaison au final du savoir traditionnel et l'amélioration scientifique et technologique. Comment est-ce que le secrétariat travaille sur cette problématique? Oui, donc la première chose à noter, ben, je pense qu'il faisait référence à l'objectif 18. Donc, oui, évidemment, nous, on fait tout ce qu'on peut pour soutenir les pays, mais c'est un objectif pour les pays qui est fixé par eux-mêmes, pour eux-mêmes. Donc, nous, notre contribution, ça a été de soutenir le groupe de travail sur l'article 8J et les dispositions connexes pour développer cet ensemble d'outils. Et je vous invite vraiment à les consulter parce que ce sont des documents très intéressants. Le code de conduite éthique, les lignes directrices Mochkuchal, c'est les dernières, mais il y a les autres outils sont vraiment là pour aider les parties et à prendre ces dispositions nationales. Évidemment, il y a d'autres, je veux dire, les problèmes de financement et tout ça, c'est des problèmes que les pays font face, puis on essaie du mieux qu'on peut. Mais pour l'instant, ça a été vraiment de bâtir la base de connaissances et tous les outils nécessaires pour qu'on puisse avancer autant que possible sur l'atteinte de l'objectif d'ici 2020. Et on espère que le programme de développement des capacités va aider beaucoup pour mettre les pays sur la bonne piste et avoir leurs plans d'action nationaux pour qu'ils aient cette vision de comment ils vont mettre en œuvre leurs obligations. It's also important to new targets set after 2020. Mon collègue me fait, juste pour mentionner, là, on a beaucoup la vision 2020, mais il y aura un processus après 2020 et ça va être l'occasion aussi de fixer des objectifs peut-être encore plus ambitieux et pour vraiment avancer sur cet aspect qui jusqu'à présent peut-être un peu de retard. Très bien, merci beaucoup. Je vous remercie pour cette session de questions-réponses. Nous allons passer à la deuxième partie de notre webinaire. Je repasse la parole à Eva. Merci beaucoup, Marion. Merci beaucoup, Julie. Merci beaucoup, Jean. Merci beaucoup, Marion, et pour cette discussion fructueuse. Alors, la deuxième partie de ce webinaire portera sur l'accès et le partage des avantages de l'utilisation des connaissances traditionnelles. Alors, pour cela, nous avons le privilège d'accueillir deux intervenants de renommée pour parler de ce sujet. Le premier intervenant est M. Fouad Berjegui. Fouad est spécialiste des projets régionaux au sein du projet global ABS du PNUD et le Fonds pour l'environnement mondial. Il soutient la mise en œuvre des activités opérationnelles et techniques dans certains pays couverts par les projets. Et ces domaines d'expertise comprennent l'accès aux ressources génétiques et le partage des avantages, aussi comme la gestion des ressources naturelles, l'intégration des genres et l'innovation pour le développement. Alors, notre deuxième intervenant dans cette section est Mohamed Handaïn, qui est un homme amazique du Maroc. Il est un leader du mouvement culturel amazique, l'un des fondateurs de Tamaynut, la plus grande organisation autochtone d'Afrique du Nord, et président de la Confédération des associations amaziques du sud du Maroc depuis l'an 2000. Il est également président du Comité de coordination des peuples autochtones d'Afrique, IPAC, et fondateur et président du Congrès de la coordination indigène francophone, les CAF. Alors, merci beaucoup à Fouad Mohamed. Et Fouad, vous avez la parole. Merci beaucoup. Alors, 2 minutes pour qu'il soit prêt. Merci Eva. Bonjour.
Juste le temps de mettre un peu ça en arrangement. Alors, merci Eva, bonjour tout le monde, chers collègues et amis, chers participantes et participants. Bienvenue encore une fois à ce webinaire. Je suis très heureux aujourd'hui, au nom de mes collègues du projet APA Global, de partager avec vous quelques éléments de réflexion pour bâtir des relations de confiance. En effet, bâtir des relations de confiance entre utilisateurs et fournisseurs afin de développer des produits dérivés des ressources génétiques et des connaissances traditionnelles associées. J'espère que vous trouverez cette présentation intéressante et qu'on aura le temps d'en discuter durant la session de questions et réponses. Alors, ma présentation adoptera le plan suivant. Tout d'abord, je vais aborder la notion de confiance et comment bâtir des relations de confiance dans le contexte de l'APA. Ensuite, je vais énumérer les principales initiatives entreprises par la communauté internationale afin de bâtir des relations de confiance dans le domaine des ressources génétiques et des connaissances traditionnelles. Après, je vais souligner succinctement les principaux défis et les opportunités majeures à saisir au fur et à mesure que les pays développent leur propre législation nationale en ce qui concerne l'APA. Ensuite, on va voir un peu comment bâtir des relations de confiance entre utilisateurs et fournisseurs. Et on verra ensemble quelques éléments de réponse à cette question à travers des exemples concrets de projets APA qui sont mis en œuvre par le PNUD ainsi que nos partenaires nationaux. Enfin, on va voir quelques exemples de contributions du protocole de Nagoya à l'atteinte des objectifs de développement durable, ce qu'on appelle communément les ODD. Et juste après, on va faire un récapitulatif des messages clés de cette présentation. Alors, pour commencer, qu'est-ce que c'est que la confiance? Bien évidemment, la confiance est un choix d'abord. Puisque la confiance implique un certain degré d'incertitude, c'est aussi la volonté d'être vulnérable aux actions des autres, ce qui est très important dans les relations entre utilisateurs et fournisseurs. La confiance, elle signifie cette assurance quant aux intentions et aux motivations de l'autre partie. Alors, en partant de ces définitions, comment peut-on bâtir des relations de confiance? Vous serez d'accord avec moi si je vous dis qu'en matière de confiance, il faudrait faire preuve de générosité. Quelqu'un a dit une fois, on ne peut faire confiance à quelqu'un qui n'a pas confiance. En d'autres mots, il faut bien que quelqu'un fasse le premier pas afin d'initier ce genre de relation. De deux, il faut être patient et flexible. C'est aussi être tolérant aux erreurs des autres, être compréhensif des conditions de l'autre, pour que des relations de confiance puissent se forger avec le temps. Le troisième point, c'est la question de la fiabilité. Il faut être capable d'honorer ses promesses, être à la hauteur de ses propres engagements. On en arrive au point de la consistance, mais aussi au point qui est très important, c'est être ouvert et transparent dans sa communication et accepter les idées contraires de vos interlocuteurs afin de pouvoir un peu neutraliser éventuellement les perceptions négatives qu'on a l'un de l'autre. Alors, pour ramener ceci au contexte d'aujourd'hui, qui est les relations de confiance entre les utilisateurs et les fournisseurs, on va voir d'abord un peu les instruments internationaux qui régissent un peu le domaine des ressources génétiques et les connaissances traditionnelles. On commence tout d'abord avec le protocole de Nagoya, bien évidemment, qui a été adopté en 2010 et qui est entré en vigueur en 2014. Comme ça a été dit, c'est un instrument international innovant qui offre la certitude juridique et la transparence nécessaires pour la mise en œuvre effective du troisième objectif de la Convention, à savoir le partage juste et équitable des avantages découlant de l'utilisation des ressources génétiques. Le deuxième instrument international, c'est le traité international sur les ressources phytogénétiques pour l'alimentation et l'agriculture. Donc, il facilite l'accès de façon générale au matériel génétique de 64 cultures du système multilatéral, dont 35 plantes alimentaires et 29 plantes fourragères, à des fins de recherche, de sélection et de formation. À travers son article 9, le traité reconnaît la contribution des communautés locales et autochtones, ainsi que les agriculteurs, à la conservation et à la mise en valeur des ressources phytogénétiques. Il promeut ainsi la protection des connaissances traditionnelles, la participation à la prise de décision au niveau local
et le partage des avantages. Alors, mon troisième point concerne un instrument particulier. Cette année, nous célébrons le 10e anniversaire de la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones. Alors, dans son article 31 de cette même déclaration, elle confère aux peuples autochtones le droit de préserver, de contrôler, de protéger et de développer leur savoir traditionnel et leur propriété intellectuelle collective de ce même savoir. J'en arrive au dernier point, qui est le comité intergouvernemental de la propriété intellectuelle relative aux ressources génétiques, au savoir traditionnel et au folklore. Alors, c'est une instance où les États membres de l'OMPI, l'Organisation mondiale pour la propriété intellectuelle, négocient pour parvenir à un instrument juridique international pour la protection, entre autres, des ressources génétiques et des savoirs traditionnels. Alors, ceci dit, quand on parle des défis et des opportunités, il faut savoir qu'il n'existe pas, au jour d'aujourd'hui, de définition mondialement acceptée des connaissances traditionnelles. Les définitions adoptées se réfèrent plutôt au savoir-faire, aux techniques et pratiques élaborées, préservées et transmises d'une génération à l'autre, au sein parfois d'une même communauté, et qui font souvent partie intégrante de l'identité culturelle ou spirituelle de la communauté. Alors, de même, le protocole de Nagoya ne définit pas les connaissances traditionnelles ou encore l'utilisation de ces connaissances. D'où l'intérêt d'inclure une telle définition dans la législation nationale et, si possible, voire même dans les accords contractuels au niveau national. Alors, par rapport à ce qui a été mentionné tout à l'heure, bien évidemment, l'article 3 du protocole de Nagoya s'applique également aux connaissances traditionnelles. Mais l'article 17, quant à lui, fait référence uniquement aux mesures de surveillance et aux points de contrôle concernant les ressources génétiques. D'où l'intérêt, encore une fois, de prendre les mesures nécessaires au niveau des législations nationales pour couvrir à la fois les ressources génétiques, mais aussi les connaissances traditionnelles associées à ces mêmes ressources génétiques. Alors, le Programme des Nations Unies pour le développement et le Fonds pour l'environnement mondial, ils œuvrent pour bâtir des relations de confiance afin de développer des produits dérivés des ressources génétiques et des connaissances traditionnelles associées au niveau des législations nationales ainsi qu'à travers le protocole de Nagoya. Alors aujourd'hui, nous avons environ 44 projets APA dans les pays que vous voyez sur la carte devant vous, sur la diapositive. 20 projets sont des projets nationaux et les 24 restants sont couverts via le projet global, projet APA global. Donc, certains de ces projets travaillent avec des communautés locales pour le développement de produits dérivés, des ressources génétiques et des connaissances traditionnelles associées. Alors aujourd'hui, nous allons présenter 2 cas de projets financés par le FEM et mis en œuvre par les partenaires nationaux et le PNUD dans 2 pays que nous avons choisis. Il s'agit du Cameroun et du Mexique. Alors, commençons par le Cameroun. Le projet national au Cameroun appuie la participation effective des communautés locales, autochtones et locales dans 2 chaînes de valeur conformes à l'APA, donc relatives à 2 plantes locales. Ceci afin d'assurer un partage juste et équitable des avantages avec ces communautés via des contrats de type CPCC et CCCA. Je m'excuse encore une fois pour les acronymes. Alors, CPCC, consentement préalable en connaissance de cause, et conditions convenues d'un commun accord pour les CCCA. Le projet, il intégrera également les bonnes pratiques relatives à l'APA dans la législation nationale au Cameroun, afin d'assurer in fine une utilisation durable et une conservation des ressources biologiques utilisées pour le développement des produits APA. Alors, l'exemple que nous avons, c'est justement la société française qui a découvert le potentiel d'utiliser la valeur potentielle justement de la plante Echinops giganteus pour son utilisation dans la création d'arômes et de parfums. Alors, un avant-consentement préalable en connaissance de cause a été signé en l'an 2012 avec la communauté locale, avec la participation d'une ONG locale également, et la société française. Donc cet accord a été facilité par l'initiative de développement de capacités sur l'APA, donc ce qu'on appelle communément EBS Initiative, et le projet continue actuellement sur la même voie, donc le projet PNUD FEM au Cameroun, afin de pouvoir concrétiser un partenariat APA pour l'espèce Mondia 8, qui est une espèce également locale d'intérêt pour l'APA.
Alors, la société française a signé un contrat contenant les conditions convenues d'un commun accord pour l'espèce Giganteus qu'on a présenté tout à l'heure, Echinops giganteus. Ce contrat a été signé en l'an 2015. On va partir du Cameroun au Mexique pour parler du projet de renforcement des capacités nationales pour la mise en œuvre du protocole de Nagoya à travers justement 3 composantes essentielles. Alors, le projet assure un appui pour l'ajustement du cadre légal et la mise en place de mesures politiques publiques. Il assure également le renforcement des capacités institutionnelles nationales, mais aussi la protection des connaissances traditionnelles et le renforcement des capacités des communautés autochtones et locales. Alors, au Mexique, le projet a appuyé un certain nombre d'activités pour faciliter la délivrance d'un certificat de conformité. C'est un certificat, bien évidemment, qui est reconnu à l'échelle internationale, qui a été fourni à la société Provital et notifié par le gouvernement mexicain au centre d'échange sur l'accès et le partage des avantages, ce qu'on appelle communément le centre CHMAPA de la Convention sur la diversité biologique. D'autres activités du projet en appui aux communautés au Mexique incluent justement le développement de 12 protocoles bioculturels pour les peuples autochtones, le développement de 4 protocoles bioculturels pour les communautés locales, la mise en place d'une base de données sur les connaissances traditionnelles, mais aussi la mise en place d'un serveur codifié qui est connecté aux bases de données nationales sur les ressources génétiques et les connaissances traditionnelles associées. Alors, à ce stade, on peut dire que les 2 exemples de projets que nous venons de présenter, celui du Cameroun et celui du Mexique, ils ont contribué de par le passé et ils continueront à contribuer dans le futur à l'atteinte des objectifs de développement durable. L'exemple le plus évident quand on parle de la contribution du protocole de Nagoya à l'atteinte des objectifs de développement durable, c'est bien évidemment l'objectif numéro 15 avec sa cible 15.6, qui consiste justement à favoriser le partage juste et équitable des bénéfices découlant de l'utilisation des ressources génétiques et à promouvoir un accès approprié à celles-ci, comme cela a été décidé au niveau international. Alors, il convient également de souligner que ces projets-là contribuent à d'autres objectifs de développement durable. Je peux citer par exemple l'ODD numéro 1 pour éliminer l'extrême pauvreté, l'ODD numéro 2 pour éliminer la faim, le numéro 8 pour garantir un travail décent et une croissance économique, le numéro 9 qui est relatif à l'industrie, aux innovations et aux infrastructures, mais aussi le numéro 13 qui est relatif à l'action climatique. Alors, pour conclure, je voudrais souligner les points suivants. Les utilisateurs des ressources génétiques et des connaissances traditionnelles associées devraient reconnaître les contributions qui sont faites par les détenteurs de ces connaissances traditionnelles pour initier un mécanisme de partage des avantages. Le protocole de Nagoya, bien évidemment, n'est pas uniquement un outil pour mettre en place des cadres réglementaires par rapport à la question de l'APA, mais il constitue un levier de contribution à l'atteinte des objectifs de développement durable et s'aligne parfaitement avec les priorités de développement au niveau national. La question de la confiance, elle est très importante parce qu'elle signifie une assurance quant aux intentions et motivations de l'autre partie, le développement des capacités, l'assurance, la certitude juridique et la transparence, la sensibilisation sont quelques éléments que nous utilisons justement pour catalyser cette relation de confiance entre utilisateurs et fournisseurs des ressources génétiques et des connaissances traditionnelles associées. Alors, vous l'aurez compris bien évidemment, bâtir la confiance n'est pas chose facile, mais c'est la pierre angulaire pour construire des partenariats durables dont les retombées à la fois qu'il s'agisse de retombées sociales, économiques et environnementales, ils contribueront in fine à l'atteinte des objectifs de développement durable au niveau national. Alors j'arrive à la fin de cette présentation, je remercie de votre attention et durant cette présentation, nous avons abordé la notion de confiance, donc en soulignant quelques exemples concrets émanant des réalités nationales. Nous aimerions bien évidemment aussi échanger avec vous aujourd'hui, à l'occasion de ce webinaire, sur la base de vos expériences respectives, sur les moyens de renforcer cette confiance entre les entités de recherche, qu'elles soient des entités privées ou publiques, et les communautés autochtones et locales, pour bâtir un socle de partenariat solide, bien évidemment in fine, pour pouvoir contribuer à l'atteinte des objectifs de développement durable.
Merci. Merci beaucoup, Fouad, pour cette présentation. Alors, je donne la parole à Mohamed. Oui, Alors, bonjour. Mohamed, de partager votre présentation. Oui. Alors, quelques minutes, tout le monde. Merci beaucoup. OK. Non, pas encore. Vous devriez avoir un petit message sur votre écran qui dit partager votre écran. Alors, il faut cliquer sur ça. OK. C'est bon. Alors, finalement, si vous pouvez faire la présentation, votre présentation, finalement. Oui, bonjour tout le monde. Bonjour tout le monde. Bonjour les participants. Donc, ça me fait un grand plaisir de participer avec vous sur les savoirs traditionnels et les APA. Donc, comme l'autre intervenant vient de dire, il y a beaucoup de défis à remonter. Donc, nous avons plusieurs défis pour l'application du protocole de Nagoya et pour l'application de l'APA. Donc, mon intervention, le plan de mon intervention, donc, premier point, les peuples autochtones en Afrique du Nord, le cas du Maroc, diversité biologique, deuxième point, les savoirs traditionnels et la biodiversité. Quatrième point, c'est accès au partage. Pardon, Mohamed, de vous interrompre, mais pouvez-vous faire votre présentation en plein écran, s'il vous plaît? En plein écran, OK. Alors, en bas, à droite, vous avez les trois icônes. Je cherche en bas. En bas. Continuez un peu plus. Et à gauche. Ici. Juste à gauche. Voilà. OK. Parfait, merci beaucoup. OK, donc nous avons 5 points à traiter. Donc, les peuples autochtones en Afrique du Nord, le cas du Maroc, diversité biologique, les savoirs traditionnels et la biodiversité, accès au partage des avantages, un espoir pour les peuples autochtones, et enfin, recommandations. Concernant les peuples autochtones en Afrique, selon l'histoire de l'Afrique du Nord, les Amazirs constituent les peuples autochtones de la région de l'Afrique du Nord. Donc, ils ont accumulé durant leur histoire, depuis des millénaires, ils ont accumulé un savoir traditionnel relatif à la nature, un savoir traditionnel énorme en relation avec la nature. Donc, prenons l'exemple du Maroc et concernant la biodiversité. Le Maroc il est considéré parmi les pays les plus de la Méditerranée qui englobe une biodiversité extrêmement importante. Donc, il existe au Maroc, selon les études qui ont été faites au niveau de la biodiversité, il existe 951 espèces végétales que les chercheurs estiment uniques au monde. Donc, le Maroc constitue un trésor de la biodiversité au niveau mondial. La plupart de ces espèces se trouvent dans les montagnes, gérées par les peuples autochtones, gérées par les Amazirs. Parmi cette biodiversité, en prenant l'exemple connu à l'échelle internationale, tout dans le monde, c'est l'arganier. Donc, la forêt de l'arganier est le seul au monde, elle est gérée par les peuples autochtones.
Nous avons un exemple de la forêt de l'Arganier. Donc, cette photo est prise au moment de la fermeture de l'Agdal. Donc, l'Agdal, c'est un système de la gestion des aires protégées, géré par les peuples autochtones. Donc, la loi appliquée interdit aux habitants d'entrer à la forêt. L'appel à l'ouverture se fait dans les souks en avril et mai. Donc, la propriété se fait, c'est un savoir traditionnel très important. La propriété se fait sur la base de la récolte et pas sur la base des arbres. Donc, les peuples autochtones peuvent partager la récolte d'un arbre. Donc, la propriété se base sur la récolte et pas sur les arbres. Donc, les savoirs traditionnels relatifs à la biodiversité, comme je viens de dire, la sédentarisation des Amazighs au Maroc, en Afrique du Nord, depuis la nuit des temps, a accumulé un savoir traditionnel énorme, très important, relatif à la nature et aux ressources génétiques. Le savoir traditionnel concerne l'utilisation des plantes, des arbres et des animaux, etc. Les domaines du savoir traditionnel, nous avons traitement des arbres et des plantes. Donc, nous avons un savoir traditionnel qui remonte à des millénaires, qui remonte à des siècles et des siècles, traitant les forêts, traitant les arbres et les plantes. Vous savez que le savoir traditionnel au Maroc est considéré relatif au traitement des plantes et connu à l'échelle internationale. Nous avons aussi les techniques de la production. On va prendre l'exemple de traitement de l'arganier et nous avons le traitement des déchets, cercle 2. Concernant le traitement des plantes, les savoirs traditionnels de la population donnent beaucoup d'importance au traitement des plantes. Ils savent quand est-ce qu'ils vont couper les plantes et ils les coupent de façon à ce que ces plantes soient durables. Nous avons également le cas du savoir traditionnel de traitement de l'huile d'argan. Il existe plus de 300 espèces d'argan. Seules les femmes autochtones qui savent ces espèces. Donc, si on perd ce savoir traditionnel, on ne peut plus savoir ces espèces de l'arganier. Donc, les femmes choisissent la graine la plus productive. Les femmes autochtones maîtrisent parfaitement les grains femelles qui produisent beaucoup. Donc, si on entre dans une forêt de l'arganier, il y a plusieurs types d'arbres de l'arganier, mais il y a des arbres qui produisent le plus. Donc, seules les femmes autochtones connaissent ces arbres. Les faire pousser, donc les femmes, ils essayent de pousser ces arganiers qui donnent plus de production dans des conditions favorables. Les femmes traitent ces arbres comme des bébés. Nous avons les savoirs traditionnels aux produits de l'huile d'argan. Nous avons ici l'arbre de l'arganier avec ses fruits qui va être ramassé par les femmes. Après, ils les traitent manuellement avec leur savoir traditionnel. Ils exploitent l'huile d'argan. Donc, concernant le partage des avantages, le CPCC, donc nous avons les femmes qui détiennent les savoirs traditionnels
il faut avoir un accord, un CCPC avant de donner les savoirs traditionnels aux entreprises ou ceux qui veulent acheter les ressources génétiques. Donc, c'est très important. Le protocole de Nagoya constitue un outil très important pour protéger les droits des peuples, des femmes autochtones, les droits des peuples autochtones, mais aussi de promouvoir ces savoirs traditionnels dans le cadre d'un respect mutuel. Nous avons le CCCA, les conditions convenues d'un commun accord. L'accord prévoit des avantages monétaires et non monétaires. Donc, c'est aux peuples autochtones et ceux qui veulent les ressources génétiques, c'est à eux de trouver un terrain d'entente pour avoir le CCCA. Accès au savoir traditionnel, les peuples autochtones possèdent un trésor incontournable des savoirs traditionnels relatifs aux ressources génétiques. Le partage de ces savoirs traditionnels doit être établi dans un cadre du CPCC. Mais pour que cette opération soit opérationnelle, il faut ce qui suit. Sous forme des recommandations, il faut absolument renforcer les connaissances qui sont en train de se perdre avec la modernisation, avec les mass médias. Les connaissances traditionnelles se perdent d'une façon rapide. Donc, il faut absolument un renforcement des capacités des peuples autochtones pour maintenir leurs connaissances traditionnelles. Établir, c'est très important, établir un répertoire des connaissances traditionnelles, entreprendre des études analytiques pour pouvoir optimiser ces savoirs et préparer les conditions pour les restaurer sur le terrain, définir les connaissances traditionnelles relatives à l'atténuation, relatives à l'adaptation, mais aussi important pour les ressources relatives aux ressources génétiques et au traitement des plantes. Pour les changements des données, d'expérience, les États, comme c'était mentionné dans le protocole de Nagoya, les États devront aider à répertorier les connaissances traditionnelles relatives à l'adaptation, à l'affiliation au niveau de chaque pays, mais aussi relatives aux ressources génétiques. Ce répertoire concerne également les savoirs traditionnels qui traitent aussi bien les plantes que les arbres, mais aussi ce qui est en relation avec la médecine traditionnelle. Établir une base de données nationale des savoirs traditionnels. Donc, dans chaque pays, on peut avoir une banque de données, une banque de connaissances traditionnelles, modifier, il a été aidé par Fouad, modifier la législation nationale de façon à ce qu'il soit adapté à l'utilisation du savoir traditionnel dans les plans nationaux relatifs aussi bien à la lutte contre le changement climatique qui affecte le savoir traditionnel et mise en œuvre des protocoles de Nagoya, mais aussi comme il y a des relations entre le changement climatique, la mise en œuvre de l'accord de Paris. Au niveau national, les connaissances traditionnelles répertoriées
et codifiés. Donc, il faut absolument que ces savoirs traditionnels soient codifiés pour maintenir et les protéger contre la piraterie. Pourront être partagés au niveau national en vue de les restaurer dans les régions afin de mise en œuvre des protocoles de Nagoya et des protocoles des conventions des Nations Unies relatives à la biodiversité et au changement climatique. Donc, chaque pays doit avoir un département du savoir traditionnel pour pouvoir suivre la restauration sur le terrain. Au niveau international, une base de données internationale doit être installée auprès du secrétariat de la CBD, mais aussi auprès du secrétariat de la CNUC, en connexion avec les bases de données des États parties. Un échange permanent est mis à jour quotidiennement entre les bases centrales et les bases de données des États parties. Un suivi et une évaluation des résultats pouvant être assurés par les deux secrétariats, secrétariat de la CBD et la secrétariat de la CNUC. Un cadre juridique international garantissant l'usage approprié du savoir traditionnel, garantir la propriété intellectuelle des savoirs traditionnels des peuples autochtones. Donc, les peuples autochtones, comme a été mentionné dans l'APA, recevront des bénéfices de l'usage de leur savoir traditionnel. Il peut être monétaire ou non monétaire. Qui peut faire ce travail au niveau national? Il peut constituer un comité national des savoirs traditionnels ou le comité compétent de l'APA. Donc, au niveau local, nous avons des déteneurs locaux des savoirs traditionnels, plus les ONG autochtones, en relation avec les représentants du gouvernement régional et un comité local scientifique. Donc, il faut absolument qu'il y ait un accompagnement des chercheurs, un accompagnement de la science avec avec le travail de répertorier du savoir traditionnel. Après, nous avons au niveau... Pardon, Mohamed, il vous reste 1 minute, 2 minutes plus. D'accord, rapidement. Donc, nous avons un point focal régional, point focal national et point focal de la CBD auprès du ministère qui vont faire des rapports envoyés à la CBD. Voilà en quelque sorte ce qu'on peut suggérer pour pouvoir arriver aux objectifs de la CBD 2011-2020. Merci beaucoup pour votre attention. Merci beaucoup, Fouad, et merci beaucoup, Mohamed, pour vos présentations. Alors, nous allons procéder à la session des questions-réponses. Encore une fois, si vous avez des questions, s'il vous plaît, écrivez-les dans la boîte de discussion ou levez la main dans les panneaux de contrôle. Alors, Marion, c'est à toi. Merci beaucoup. Oui, merci beaucoup pour ces deux présentations extrêmement intéressantes. Je vais donner la parole à Christine Calixte. Christine, est-ce que vous nous entendez? Marion, merci beaucoup. Vous m'entendez? Oui, très bien. Merci. Allez-y, posez votre question. D'accord. Merci pour les deux présentateurs sur leur présentation. C'est vraiment étoffé et qui nous a appris beaucoup de choses. J'ai une question pour le premier présentateur. En fait, connaissant que le droit de l'environnement dans les pays du Sud surtout sont un peu négligés, comment vraiment qu'on va arriver à mettre en place, à valoriser les connaissances traditionnelles, vu que le droit de l'environnement, il est toujours traité en parent pauvre? Ça, c'est un premier aspect. Une deuxième question, c'est surtout encore par rapport aux connaissances traditionnelles. Je ne sais pas si je peux l'utiliser dans certains pays où les gens sont marginalisés parce qu'ils ne savent pas lire et écrire, entre guillemets. Donc,
cet aspect-là pour bâtir, bon, le premier présentateur a parlé de la confiance. Comment vraiment on marginalise ces gens-là et maintenant on va valoriser leurs connaissances parce qu'on prétend qu'ils ne savent pas lire et écrire, entre guillemets, ce ne sont pas des chercheurs dans le bon sens du terme. Peut-être si je ne sais pas si je me trompe, vous pouvez me corriger. C'est le deuxième aspect. Et le troisième aspect de la question, encore dans certains pays, on a une très mauvaise expérience des projets avec les partenaires. Comment est-ce qu'on va arriver à bâtir cette confiance-là, vu les projets qui n'ont pas de très bonnes expériences, parce que ça fonctionne en date de début, date de fin, et c'est fini. Après, bon, les gens retournent dans les mêmes situations initiales, il n'y a pas de grande amélioration. Donc vraiment, comment, en prenant compte de ces trois paramètres, qu'on va arriver à mettre en place, donc surtout la valorisation des connaissances traditionnelles des populations autochtones par rapport à les ressources phytogénétiques, un peu en lien avec la Convention de la diversité biologique. Merci beaucoup, Marion. Merci au présentateur. Merci pour votre question. Peut-être Fouad peut commencer à répondre si vous avez un élément de réponse et Mohamed suivra pour ajouter quelque chose. Ou Mohamed, si vous avez un élément de réponse, vous pouvez commencer. Oui. Merci beaucoup, Marion. Oui. La parole est à vous. Allez-y. Il arrive. Oui, oui. Merci. Mohamed, allez-y. Allez-y, Mohamed. D'accord. Effectivement, il y a un grand effet pour répertorier. J'entends très mal. Il y a un problème de micro? Non. Allez-y, nous vous entendons. Ah, ok. Effectivement, il y a un problème, un grand effet à répertorier les savoirs traditionnels des peuples autochtones. D'abord, le premier problème, c'est que comment définir les peuples autochtones et les communautés locales? C'est un problème majeur. Donc, il y a des pays qui ne reconnaissent pas les peuples autochtones. Il y a d'autres qui reconnaissent les peuples autochtones. Mais comment définir ce savoir traditionnel appartient aux peuples autochtones, un tel peuple autochtone? C'est la raison pour laquelle nous, on propose de codifier ces savoirs au moment de ce travail de répertoration. Il faut absolument mettre un code au savoir traditionnel dans chaque région. Donc, pour pouvoir partager ces savoirs traditionnels, par exemple, quelqu'un du Maroc ou d'Afrique du Nord qui peut utiliser les savoirs traditionnels de l'Inde, il faut avoir un code. À l'intérieur de l'Inde, il faut un autre code qui définit la région et le peuple autochtone. Donc, c'est un travail énorme qui demande énormément d'investissement. Voilà. Merci. Fouad, peut-être vous avez un élément de réponse pour compléter? Oui, merci Marion, merci Mohamed, merci à notre participant qui a posé la question. Alors, je vais commencer par dire que ça prend du temps pour bâtir justement ces relations de confiance. C'est en forgeant que l'on devient forgeron. Alors, ce que nous faisons au niveau du PNUD, c'est justement à travers les projets que nous avons, on essaie vraiment de travailler sur le renforcement de capacités. Il ne s'agit pas uniquement de mettre en place des cadres réglementaires, des cadres légaux par rapport aux questions de l'APA, mais il s'agit aussi de renforcer les capacités. Quand on parle de capacités, on parle dans ce contexte-là plus particulièrement des capacités des justement communautés autochtones et locales. Alors, ce que nous faisons également, c'est de pouvoir un petit peu surmonter un peu je dirais, les obstacles des questions d'éducation et de compréhension de façon générale. C'est qu'on
on développe un peu des outils d'apprentissage comme des guides qui sont un peu développés en langue locale, des supports audiovisuels pour qu'on puisse vraiment sensibiliser un peu la population la plus vulnérable également. On essaie aussi de travailler sur ce qu'on appelle les protocoles communautaires pour qu'on puisse définir des procédures d'accès, pour qu'on puisse définir des mécanismes de partage des avantages qui associent pleinement les communautés autochtones et locales et qui un petit peu reconnaissent leurs droits. Un point très important aussi qui a été mentionné par notre collègue Mohamed, c'est l'on travaille également sur ce qu'on appelle des bases de données pour codifier, pour répertorier les connaissances traditionnelles. Dans le contexte du continent africain, c'est un continent qui est très riche en ce qui concerne les connaissances traditionnelles et nous faisons un travail de codification pour mettre en place des systèmes, des bases de données au niveau national pour pouvoir un peu déjà savoir ce que l'on a parce que l'on sait très peu de choses sur le potentiel que nous avons au niveau national des connaissances traditionnelles. Ce sont des connaissances qu'on retrouve souvent éparpillées dans beaucoup d'endroits, donc il faut déjà un petit peu les connaître, les valoriser, reconnaître le potentiel existant. Et nous avons des bonnes pratiques internationales sur lesquelles on peut bâtir. Je peux citer par exemple l'exemple de la librairie digitale des connaissances traditionnelles qui a été développée en Inde. Nous avons aussi l'expérience sud-africaine qui est très riche en la matière et nous avons aussi d'autres expériences de par le monde sur lesquelles on peut bâtir. Donc, pour vous répondre, ce que nous on essaye de faire, c'est renforcer les capacités, être à l'écoute de ces communautés autochtones et locales, de manière à pouvoir les accompagner sur les 3 prochaines années, jusqu'à pouvoir vraiment avoir des cas concrets et des partenariats vraiment gagnant-gagnant. Voilà. Merci beaucoup pour cet élément de réponse. Justement, sur ces bases de données dont vous parlez, que vous avez mentionnées, j'avais une question. Donc, vous faites ces bases de données avec l'exemple du Mexique que vous avez pris. Ces bases de données, en tout cas nationales, je suppose qu'elles sont rendues publiques. Et est-ce que vous avez des éléments à partager sur la communication qui est faite sur ces bases de données pour que le public en général soit au courant des savoirs traditionnels des populations autochtones et locales qui existent dans leur pays? Parce qu'il me semble que ça irait dans le sens de construire cette confiance que vous avez mentionnée plusieurs fois. Merci Marion, c'est une très bonne question. Alors, pour pouvoir vous répondre, en fait, je vais commencer par vous donner un peu quelques exemples. Bien évidemment, la question n'est pas facile parce qu'il faut toujours être un peu en ligne avec le contexte national et les circonstances nationales. Par exemple, si on prend le cas indien, ce qui se passe en Inde, c'est que nous avons la librairie digitale des connaissances traditionnelles. Alors, l'exemple indien, il est très facile. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a essayé de collecter un petit peu la connaissance traditionnelle qui existait déjà dans le domaine public. Donc, c'est une connaissance qui était accessible à la fois, mais en même temps inaccessible. Pourquoi accessible? Parce qu'elle était dans le domaine public, mais en même temps inaccessible parce qu'elle existait en langue locale qui n'était pas utilisable par la communauté de recherche à travers un peu les langues, soi-disant français, anglais ou autre. Donc, c'était en langue hindi, en ourdou, en langue vraiment locale. Et du coup, ce qui a été fait en Inde, c'est qu'ils ont traduit un peu ces connaissances traditionnelles en langue qui étaient exploitables par la communauté des chercheurs. Ils les ont mis dans une bibliothèque librairie digitale et du coup cette librairie servait vraiment justement un peu de base de données qui prouvait que cette connaissance-là existait depuis un temps donné et du coup pour faire valoir les droits en conséquence. Nous avons aussi un exemple, par exemple l'exemple sud-africain où il s'agit de mettre en place une base de données mais avec un accès différencié. Donc vous donnez un accès différent en fonction de la catégorie de l'utilisateur. Et du coup, vous avez des informations qui sont différentes. Donc, si vous voulez, la conception, le design de ces bases de données, je dirais, sur les connaissances traditionnelles, dépend vraiment du besoin au niveau national, des priorités nationales, et qu'est-ce que vous voulez exactement faire? Est-ce que vous voulez mettre un peu en valeur ces connaissances traditionnelles? Est-ce que vous voulez faire le lien entre ces détenteurs de ces connaissances traditionnelles et des utilisateurs potentiels qui existent aux 4 coins du monde? Est-ce que vous voulez aussi un peu valoriser au sens de la valorisation un peu, je dirais, du patrimoine existant? Donc, il n'y a pas une seule démarche. C'est des démarches qui sont un peu façonnées selon les contextes nationaux. Et au cas par cas, on essaie de définir dans une approche qui est concertée, consultative, où l'ensemble des parties prenantes s'expriment de manière à pouvoir un peu choisir la meilleure voie avec laquelle on va procéder. D'accord, merci beaucoup. Mohamed, est-ce que vous avez quelque chose?
quelque chose à ajouter? Oui, effectivement, Fouad, il a évoqué... Pardon, j'entends très mal. Non, Oui? nous vous entendons, allez-y. Il a évoqué un problème très important, c'est que la confiance. Comment instaurer la confiance entre les déteneurs des savoirs traditionnels, des produits, des ressources génétiques, et ceux qui demandent les ressources génétiques. Donc, moi, je pense que instaurer cette confiance est très importante pour arriver aux objectifs fixés par la CBD. Premièrement, il faut une reconnaissance. Il nous faut un cadre juridique, un cadre de la législation pour reconnaître ces peuples autochtones dans les lois, dans les constitutions des pays. Reconnaître également l'identité et les savoirs traditionnels de ces peuples autochtones. Après, on va gagner la confiance de ces peuples autochtones. Deuxième point que je vois très important, c'est qu'il faut absolument faire introduire ces savoirs traditionnels dans les manuels scolaires des pays pour pouvoir établir des ponts entre les générations pour que ce savoir traditionnel ne se perde pas. Enfin, troisième point, comme a dit Fouad, il a évoqué le modèle de l'Inde, c'est très important. Moi, je pense que on peut utiliser, on peut investir le modèle de l'Inde pour pouvoir gagner du temps au niveau des savoirs traditionnels. Merci. Merci beaucoup à tous les deux pour vos éléments de réponse. Et par là même, merci Christine d'avoir posé cette première question. Je vois que Samuel Diémé a la main levée, donc je vais vous donner la parole, Samuel. Allez-y. D'accord. Merci beaucoup. Je voudrais remercier d'abord M. Fouad et Mohamed pour leur communication. Monsieur Fouad, vous avez posé un problème important, le problème de la confiance. Je suis parfaitement d'accord avec vous que vraiment la confiance est la base de toute coopération entre notamment les utilisateurs et les fournisseurs. Malheureusement, nous sommes dans un monde où il n'est pas facile de faire confiance à quelqu'un. Mais il faut, comme vous l'avez dit, il faut impérativement passer par là. Le cas du TEF en Éthiopie est là pour nous montrer que quelquefois, on se fait avoir en faisant confiance à un utilisateur de la ressource. Mais, comme je l'ai dit, il faut nécessairement passer par là. L'autre aspect, c'est par rapport au savoir qu'il faut stocker quelque part. Il y a des éléments du savoir, évidemment, que l'on peut, des éléments matériels que l'on peut stocker quelque part, mais il y a des éléments immatériels qui sont difficiles à être répertoriés et mis quelque part pour ne pas les perdre. Évidemment, dans la mesure du possible, comme vous l'avez dit, vous avez cité le cas de l'Inde, que personnellement j'ai aussi visité, mais au niveau africain, par exemple, j'ai essayé au Sénégal de discuter avec certains détenteurs de savoir traditionnels à mon rôle de point focal à part. Mais dès que l'on parle de stocker les informations quelque part, pour certains, ça pose problème déjà, parce que le savoir qu'ils détiennent ne se transmet pas à n'importe qui. Ça doit se transmettre dans la lignée familiale. Donc, à partir de ce moment, le détenteur vous dit non, ce savoir, je ne peux pas le mettre quelque part, parce que si je le mets quelque part dans une bibliothèque ou dans un centre informatique, des gens qui ne sont pas de ma lignée peuvent accéder à ça. Et ce n'est pas le mode de transmission préconisé par ce savoir. Donc là, ça a encore une autre dimension qui complique un peu, comme je l'ai dit, le recensement et
de ces savoirs traditionnels. Alors, pour Mohamed, pour son intervention, il a pris l'exemple du Maroc. J'ai visité les zones où vous trouvez l'arganier. J'ai visité aussi les groupements de femmes qui, avec des méthodes traditionnelles, valorisaient cet arganier, les produits de l'arganier. Mais la question que je voudrais poser, est-ce qu'on est arrivé à avoir un CCCA qui aboutit à un permis que l'on peut retrouver au niveau du centre d'échange ABS? Parce que j'ai pu visiter, mais en visitant le Maroc, je n'ai pas vu de permis. Peut-être que je n'ai pas regardé au bon endroit, mais je n'ai pas encore vu de permis, par exemple, d'utilisation de l'arganier de la part du Maroc qui pourrait peut-être permettre aux populations autochtones de pouvoir bénéficier des avantages suite à l'utilisation de leur savoir traditionnel par rapport à la valorisation de l'argane. Parce qu'on sait qu'on trouve partout dans le monde presque maintenant des produits issus de l'argane. Est-ce qu'il y a vraiment un CPCC qui a été mis en place, qui a abouti à un permis par rapport à cette valorisation des savoirs traditionnels des populations marocaines? Merci. Alors, Mohamed ou Fouad, est-ce que vous avez une réponse à apporter à cette question très complète? Oui, je pense. Oui. Vas-y. Allez-y, Mohamed, allez-y. Bon, concernant la dernière question, concernant le CCA, entre ceux qui demandent les ressources génétiques et les femmes autochtones, je ne suis pas au courant de l'existence d'un permis d'utilisation et même d'un accord de CCA. Donc, je pense que le Maroc, il n'a pas encore ratifié. Il est en cours de ratification du protocole de Nagoya. Il est en train d'établir un cadre de la législation. Donc, je ne pense pas qu'il existe un permis de l'utilisation concernant l'utilisation des ressources génétiques de l'arganier jusqu'à présent. Merci. Fouad, maybe vous voulez ajouter quelque chose? Et merci Marion. Alors en fait, pour répondre à la question de notre collègue Samuel, merci infiniment encore une fois pour la question. Comme vous l'avez dit, en fait, la confiance, ça prend du temps, ça nécessite un grand investissement. Et comme vous avez très bien pu le mentionner et le confirmer au prix de constatation de terrain sur place, il y a une sorte de méfiance aussi auprès, par exemple, de communautés telles que les tradipraticiens, par exemple. Et du coup, il faut prendre du temps, il faut aborder cette question-là de la façon la plus, je dirais, stratégique et la plus tangible possible. Par exemple, ce que nous faisons au niveau du projet, c'est qu'on essaie déjà de s'asseoir avec ces communautés-là en particulier et pouvoir développer ensemble des mécanismes de travail. La première des choses, comme je l'ai mentionné tout à l'heure, c'est d'essayer de développer ce qu'on appelle des protocoles communautaires pour qu'ils puissent un peu déjà s'approprier le principe et voir un petit peu qu'il y aura des retombées, peut-être monétaires ou non monétaires par la suite, pour les motiver un peu d'aller de l'avant. Encore une fois, il faut vraiment leur donner le temps qu'il faut pour qu'ils puissent vraiment nous faire confiance, se faire confiance mutuellement et aller de l'avant. Donc ceci dit, ça prend du temps. Donc il faut vraiment investir comme il faut là-dessus. Une fois que c'est fait, vous pouvez avoir vraiment des partenariats qui sont très importants et très intéressants. Parce que, in fine, le partenariat APA est un partenariat qui est gagnant-gagnant pour le fournisseur, pour l'utilisateur, mais aussi il y a un troisième gagnant qui est la nature derrière, en veillant justement à une bonne utilisation des ressources. Donc c'est juste un point que je voulais rajouter par rapport à l'intervention de mon collègue Mohamed pour dire que effectivement, au niveau du Maroc, le Maroc est vraiment dans les dernières démarches pour qu'il puisse un peu ratifier le protocole. Donc, il faut juste déposer les instruments de ratification. Et il y a une équipe, il y a un projet national donc,
PNUD FEM au Maroc, qui travaille sur la question de l'APA avec une équipe qui est dédiée, qui ont fait beaucoup de progrès dernièrement. Et si vous voulez, vous pouvez toujours vous mettre en contact avec eux. On pourra faciliter ce contact pour que vous puissiez un petit peu s'informer sur les progrès, les développements qu'ils ont pu réaliser. Merci. Merci beaucoup à tous les deux pour vos réponses. Merci Samuel pour votre question. La dernière question que nous allons lire a été envoyée par Nespa par écrit. Une question très intéressante. Comment prouver le droit de propriété sur une connaissance traditionnelle, puisque la justice a souvent besoin de preuves? Quels sont les éléments pour prouver la propriété d'une communauté sur un savoir traditionnel? Fouad, est-ce que vous avez peut-être des éléments de réponse? Merci Marion. C'est une question qui est un peu très épinante, mais encore une fois, il faut toujours se fier à la législation nationale. Donc, il faut un peu faire ce qu'on appelle une analyse des lacunes pour pouvoir un peu passer un peu au peigne fin la législation nationale et pour pouvoir un petit peu identifier les ancrages possibles qui existent dans différentes lois, dans différentes stratégies, dans différentes, un peu, je dirais, réglementations nationales, pour voir un peu effectivement s'il y a des notions de droit de propriété, je dirais, communauté autochtone et locale par rapport aux connaissances traditionnelles. Donc, bien évidemment, ces différentes discussions qui ont lieu un peu, ça implique aussi je dirais, le système de la propriété intellectuelle. Ça implique également un peu tout ce qui est droit coutumier, tout ce qui est, je dirais, pratique un peu ancestrale et coutumière. Donc, si vous voulez, dans différents pays, vous avez différentes pièces du puzzle. Et au cas par cas, il faut se pencher sur chaque pays à part pour pouvoir étudier vraiment son arsenal juridique en place pour pouvoir se prononcer un peu sur cette question-là. Merci. Merci beaucoup, Mohamed. Est-ce que vous avez une dernière remarque pour répondre à cette question avant que nous concluions la session? Fouad, il a parfaitement répondu à la question, donc rien à... Très bien. Merci beaucoup. Je vous remercie à tous pour votre participation sur cette session questions-réponses. Et je repasse la parole à ma collègue Eva. Merci beaucoup, Marion. Et merci à tous pour cette discussion très productive. Alors, je voudrais demander à tous les intervenants de faire quelques dernières remarques brèves. Je voudrais demander à Julie de faire des remarques de clôture pour ce webinaire. Alors, peut-être que nous commençons avec Fouad, puis Mohamed et conclure avec Julie. Merci beaucoup Eva. Alors encore une fois, ça a été un grand plaisir d'être parmi vous aujourd'hui. J'espère qu'il y en aura d'autres initiatives pour qu'on puisse aborder cette thématique qui est très importante. Alors encore une fois, nous travaillons dans un certain nombre de pays de par le monde. N'hésitez pas à nous contacter si vous avez des recommandations, si vous avez des idées. On est là justement pour pouvoir accompagner les pays partenaires, pour pouvoir un peu les appuyer en matière de mise en œuvre du protocole de Nagoya pour bâtir la confiance ensemble. Si vous avez des propositions, si vous avez des idées, n'hésitez pas à les partager avec nous. Et je suis sûr qu'à travers les 3 prochaines années, on arrivera vraiment à réaliser des progrès intéressants de manière à ce qu'on puisse présenter des cas d'études et des partenariats de bioprospection, justement, qui vont concrétiser un peu l'esprit du protocole de Nagoya en mettant justement ce partenariat gagnant-gagnant. Et bien évidemment, il ne faut pas oublier que le protocole de Nagoya n'est pas uniquement une question de mettre en place des cadres réglementaires et des lois, mais c'est aussi une question de développer les capacités de ces populations autochtones et locales, mais c'est aussi une question de contribuer à l'atteinte des objectifs de développement durable au niveau national. Merci à vous. Merci beaucoup, Fouad. Mohamed, quelques mots? Oui, de ma part, c'est un grand plaisir de participer avec vous, d'apprendre aussi des interventions de nos collègues. Mais je voudrais juste vous dire une chose très importante pour moi, c'est que depuis 2010, quand l'adoption du protocole de Nagoya, depuis 2010, on s'est dit qu'il faut absolument traduire ce protocole, ce document très important de la CBD en langue autochtone. Effectivement, on a travaillé pendant plus de 6 mois et on a pu traduire
ce document. Je ne sais pas si on peut le voir, ce document très important en langue autochtone. Et quand on a traduit ce document, on a fait des rencontres avec les femmes et les peuples autochtones. Ils ont compris l'importance du peuple autochtone, du protocole de Nagoya à plus de 60%. Ils ont compris le protocole de Nagoya à 60%. Donc, il faut absolument faire confiance, comme on dit, faire confiance aux peuples autochtones et les écouter attentivement. Merci. Et avec la réalisation des objectifs, c'est l'avenir de notre planète. Merci. Merci beaucoup, Mohamed. Et Julie, s'il vous plaît. Oui, bien, au nom du secrétariat, j'aimerais vraiment remercier Fouad, Mohamed, Eva, Marion. Je pense que ça a été une expérience très riche pour tout le monde, d'avoir un peu la perspective de la gouvernance internationale, puis ensuite du PNUD, qui travaille directement avec les acteurs nationaux, pour ensuite, avec cette approche locale que Mohamed nous a donnée. Donc, c'est vraiment un type d'échange qui est très positif et qu'on souhaite voir continuer dans les ateliers régionaux. Pour ça, j'aimerais bien vous encourager à remplir, nous avons un questionnaire en ligne, donc pour des commentaires plus détaillés par écrit que vous voulez faire sur, selon vous, qu'est-ce qui devrait faire partie du programme de formation. Enfin, on est toujours disponible si vous voulez nous envoyer un courriel, secrétariat@cbd.int. On veut vraiment vos échos là-dessus pour en faire que ce programme ait un grand succès, en fait, puis soit utile pour autant les peuples autochtones et les communautés locales que les partis qui veulent développer des mesures. Alors, merci beaucoup au PNUD, au Forum SPANB et au Forum international autochtone. Voilà. Merci beaucoup tout le monde. Thank you so much, John. Alors, merci beaucoup. Malheureusement, notre temps aujourd'hui est écoulé. Mais nous pouvons continuer cette conversation sur le forum NBSAP. Le site internet est nbsapforum.net. Et pour être jour des dernières discussions du forum, des ressources et des nouvelles à propos de ces sujets, connectez-vous sur le forum et cliquez sur la page des ressources sur l'accès aux ressources génétiques et le partage des avantages. Comme Julie l'a déjà dit, enfin, nous vous enverrons un sondage de la CDB après le webinaire. Veuillez prendre le temps de le remplir. C'est très important pour eux, pour l'organisation des ateliers avant la COP 2018. Et finalement, nous vous remercions encore au nom de nos partenaires organisateurs, au nom du PNUD, du Forum NBSAP et tout le monde. Passez une très bonne journée. Merci beaucoup. Thank you very much, everyone.